Toyota a décidé d'entrer dans le monde des véhicules 100% électriques pour de vrai avec leur gamme de 2026. On vous dit tout sur le nouveau Toyota BZ qui remplace le BZ4X ainsi que le CHR électrique dans un nouvel épisode spécial de Plus de millage. Allons-y! Donc, Toyota a décidé de sérieusement prendre le monde des véhicules électriques pour l'année modèle 2026. On sait que leur offre avec le BZ4X jusqu'à maintenant était assez faible. C'était pas très compétitif. Bien qu'ils en ont vendu, c'est un véhicule qui a quand même connu un certain succès au Québec. J'ai toujours eu un peu l'impression que ce succès-là était dû au fait que certaines personnes n'achèteront que des Toyota. Gabriel a eu 2 Toyota. Donc, je pense que là, il y avait une offre qui était plus limitée, mais en même temps, le BZ4X, c'était peut-être plus un véhicule pour tester le marché, pour voir, avoir ce qu'on appelle en anglais là, un MVP, un Minimum Viable Product, un produit minimum viable, pour comme voir c'est quoi les choses à améliorer, c'est où qu'il faut qu'ils mettent leur énergie, leur argent. Et puis là, ils nous arrivent avec une gamme révisée avec 2 véhicules 100% électriques. Donc, si je suis en voiture, là, c'est parce que je me rends au chalet, fait que j'ai comme 6 heures de route à faire. J'ai dit à Alexandre, je vais en profiter pour faire un podcast. De quoi tu penses qu'on devrait parler? Puis il m'a dit, parle de la gamme de Toyota, tout est en train de changer. Donc, 3 véhicules qu'on va parler aujourd'hui, là, 2 principalement. Le BZ, qui remplace le BZ4X, le CHR électrique, ainsi que la Lexus ES 350e. Mais là, ça, c'est plus vers la fin, puis ça va être moins long comme sujet. Donc, commençons par le Toyota BZ. On avait le BZ4X qui était avec nous depuis 2-3 ans. C'était un véhicule qui était touché là, par une autonomie assez faible, particulièrement en hiver, particulièrement affecté par l'utilisation là, du système de climatisation, surtout là, pour le chauffage en hiver, qui avait de très médiocres performances de recharge. Je me rappelle, Alexandre et moi, on avait vu à un moment donné un BZ4X branché sur une borne de 180 kW qui était là depuis genre 1h30. Il n'était pas chargé au complet. Donc, très limité en termes de performance. Toyota aussi avait été très conservateur, j'ai l'impression, sur les vitesses de recharge, les conditions et les restrictions qui permettaient certaines vitesses de recharge rapide. Et ça en a fait un véhicule là, qui est, pour les amateurs de voitures électriques, pour les gens qui regardent beaucoup les statistiques, puis la performance, recharge rapide, parcourir des longues distances, des 500 km, ce genre de choses-là, très peu performant. J'avais cependant l'opinion que Toyota avait été très conservateur pour faire un véhicule qui serait fiable, un peu à l'image là, de l'image de fiabilité qu'ils ont pour leurs autres véhicules, que ce soit le RAV4 ou tout ce qui est très commun chez Toyota. Fait que je me disais probablement que c'est, disons, assez faible en termes de performance électrique là, du groupe motopropulseur, mais probablement que ça va être fiable, ça va être un véhicule électrique qui va durer longtemps, qui va garder sa capacité de batterie longtemps. Toyota nous disait 90% après 10 ans, je pense que Ford dit 70 après 8, qu'il y a un immense monde de différence là, entre ces deux objectifs-là en termes de maintien de la capacité de la batterie. Donc là, on ne repart pas à zéro, ça reste une version là, améliorée du BZ4X qui nous arrive pour l'année modèle 2026. D'abord, le nom change, BZ. Donc, on veut simplifier, je pense, le nom. Peut-être aussi laisser un peu derrière le BZ4X puis l'image qu'il projetait. Fait qu'on veut initier un changement, quoique ça soit fondamentalement seulement une évolution. C'est plus qu'un rafraîchissement de cycle de mi-vie, parce que là, il y a énormément de changements au niveau motopropulseur, plus que dans le reste du véhicule. Puis, on va aller dans les détails, mais on va parler du CHR électrique ensuite. Donc, d'abord, il va y avoir 2 capacités de batterie qui sont disponibles maintenant. Donc, il y a une batterie là, pour les modèles à traction qui va avoir 57 kWh, je crois. Donc, ça devrait être bon là, pour dans les hauts plus de 350 km d'autonomie, mais c'est vraiment là, petite batterie. La puissance aussi est réduite, passe aux environs de 160 chevaux à la place de 200 chevaux. Je n'ai pas nécessairement les détails de pourquoi c'est ça, mais ce que je soupçonnerais, c'est qu'il est possible que
la capacité de décharge dans le fond, de cette batterie-là de plus petite taille soit plus limitée. Fait que peut-être qu'on est limité par la capacité de décharge de la batterie ou ce que Toyota permet à la batterie d'envoyer comme puissance. C'est peut-être pour ça qu'on réduit la puissance, parce que sinon, il y aurait plus ou moins là, de raisons que ce soit au niveau de la motorisation qu'on soit limité, puisque dans la version à traction intégrale, on augmente en fait la puissance du véhicule. Donc, on avait aux environs là, de 220 chevaux dans le BZ4X pour les modèles à traction intégrale, avec une batterie là, qui était 64 kWh, je crois. Mais là, on passe à 77 kWh, donc on a une capacité de batterie là, qui est grandement améliorée. Et c'est bon pour 460 km d'autonomie avec là, beaucoup plus de puissance. Donc, dans les versions en traction intégrale, nous allons avoir jusqu'à 338 chevaux, ce qui veut dire un 0-100 en 5,1 secondes. Un des reproches que j'avais au BZ4X, c'était la puissance limitée. On n'avait pas la sensation d'accélération de couple instantané typiquement associée aux voitures électriques, alors que le Lexus RZ, qui lui avait aux environs de 300 chevaux, était beaucoup plus agréable à conduire, avait les mêmes limitations d'autonomie, de capacité de batterie, toutes ces choses-là. Donc là, je suis très, très content que Toyota arrive avec plus de puissance. Et pour ce qui est de la puissance dans le modèle à traction, bien, c'est plus limité, c'est probablement un peu faible. En même temps, c'est un modèle d'entrée de gamme. Je pense qu'en offrant plus d'autonomie dans les versions à traction intégrale, ça va vraiment être ça que les gens vont viser. Ils vont probablement aller vers le XLE traction intégrale, 460 km d'autonomie. Ça commence à être assez intéressant et appréciable. Donc, très bien à ce niveau-là. Pour ce qui est des autres éléments, recharge rapide. On passe à 30 minutes pour une recharge de 10 à 80 %. Ce n'est pas ce qui se fait de mieux dans le marché. C'est sûr qu'on a une architecture 400 volts. Toyota demeure plus conservateur. Donc, ce n'est pas nécessairement que les vitesses de recharge en pic, en pointe, vont nécessairement être plus élevées. Je pense que ce qui est surtout important de comprendre, c'est qu'on a fait des changements au niveau de la thermorégulation. Donc, on a vraiment fait plusieurs améliorations significatives. On permet le préconditionnement de la batterie. Ça va être même possible dans le BZ et le CH1 électrique d'activer manuellement le préconditionnement de la batterie, mais sinon, ça va se faire dans d'autres conditions. Donc, on va être capable de s'assurer que quand on arrive à une borne, la batterie n'est pas complètement congelée l'hiver, amenant à des temps d'1h30, 1h40, 2 heures de recharge. Là. Bon, il y a des gens qui ont eu des histoires un peu d'horreur avec le BZ4X, là, surtout si vous êtes dans une situation, je ne sais pas moi, vous partez, la batterie est relativement faible, vous allez à une borne, vous essayez de la brancher, c'est l'hiver, il fait froid, là, horrible. Mais là, au moins, on a le préconditionnement, on peut l'activer manuellement, donc ça, c'est intéressant. Nous allons aussi avoir un port de recharge NACS. Puis bon, ça fait beaucoup de choses. Il y a aussi un écran là, qui est plus gros là, pour le système d'infodivertissement qui passe de 12,3 à 14 pouces. J'ai toujours trouvé que dans les véhicules Toyota des dernières années, puis même certains modèles 2025, là, on est un peu sobre là, sur la taille des écrans du système d'infodivertissement. C'est pas nécessairement un problème, tout est fonctionnel, mais ça reste un peu limité. Fait que là, on va être plus en ligne avec le marché. Donc, les plaintes que j'avais envers le BZ4X, c'était l'autonomie qui était très limitée. Bien là, on passe à 460 km environ d'autonomie. Ce n'est pas des chiffres officiels, ça vient du manufacturier. Donc ça va être très intéressant pour un modèle à traction intégrale. Là, on est beaucoup plus confiant qu'on peut faire un Québec-Montréal l'hiver, probablement sans s'arrêter pour recharger. Donc ça, très intéressant. On vient avoir des performances qui sont adéquates, je dirais. Peut-être là, certainement pas à la hauteur de ce que Hyundai fait ou de ce que Tesla fait, mais quand même beaucoup plus appréciable que ce qu'on avait par le passé grâce au préconditionnement de la batterie qui est ajouté. La puissance est plus grande, on a une plus grosse batterie. Je pense que Toyota a été sérieux dans son approche au sens où ils ont pris un véhicule qui était très de base, qui était en fait, médiocre dans le marché. Ils se sont demandé qu'est-ce que les gens veulent, où ça vaut la peine de mettre notre argent, puis notre énergie en termes de développement pour améliorer ce véhicule-là. Fait que là, ils ont identifié ces éléments-là.
ils ont fait des changements. Puis d'ailleurs, pour la puissance, là, il y a vraiment des changements au niveau de la motorisation. Là, on utilise des semi-conducteurs à base de carbure de silicium ou de silicon carbide. Il y a vraiment eu des changements d'ingénierie quand même importants. Puis là, on arrive avec un véhicule qui est beaucoup plus mature, qui est beaucoup plus compétitif, et je pense que ça va être un succès. Ça va être difficile peut-être de remonter la pente, mais en même temps, je ne crois pas que Toyota est à la recherche des clients de Tesla qui auraient acheté un modèle Y pour acheter ça, quoique avec toutes les controverses autour de Tesla, puis l'image de la compagnie, puis le fait que les prix ont beaucoup monté au Canada, puis vous allez sur le site de Tesla, puis c'est... Moi, je ne suis pas capable de trouver le configurateur à moins de faire une recherche Google spécifiquement pour ça. Et ils veulent juste liquider leur inventaire existant d'anciens modèles Y, puis de Model 3 et de Cybertruck et des autres modèles. C'est ça l'impression que j'ai, du moins dans le contexte canadien. Je pense que Tesla est assez en dehors du marché. Les ventes vont certainement être anémiques en 2025, surtout là, pour le nouveau modèle Y qui pourtant se veut être un véhicule extrêmement compétitif. Donc, on arrive avec quelque chose de beaucoup plus compétitif. Chapeau à Toyota. Je pense que ce qu'ils vont vouloir, c'est convertir des clients actuels de Toyota, des gens qui achètent des RAV4, des CHR en BZ4X. Et je pense qu'ils ont super bien fait ça. J'ai très hâte d'essayer ce véhicule-là pour voir si, en pratique, les problèmes, surtout au niveau de la recharge rapide et de la performance là, en hiver, ont été résolus. Au niveau de la puissance, là, je suis convaincu que les chiffres sur papier vont se refléter là, dans les impressions de conduite. C'est quand même plus que ce qui était dans le Lexus RZ que j'appréciais. Je ne sais pas d'ailleurs si le Lexus RZ va être révisé. On pourra vous en parler dans un prochain épisode au besoin. On va passer un peu moins de temps sur le CHR, mais essentiellement, la même plateforme pour le CHR électrique qui nous arrive, même batterie, même puissance, 338 chevaux. La traction intégrale va être standard dans le CHR électrique. Et ça, c'est quand même drôle parce que l'ancien CHR ou le CHR à essence était seulement disponible en modèle à traction, à moins que ça ait changé dans les dernières années. Là, c'était une critique importante que j'avais envers le CHR. C'est quand même un beau véhicule, un peu quirky, un peu différent, avec un look différent, mais qui malheureusement n'était disponible qu'en version à traction. Pas de traction intégrale pour le Canada, mais là, on a la traction intégrale standard dans la version électrique. Groupe motopropulseur, thermorégulation, le bouton pour activer manuellement le préconditionnement de la batterie, les temps de recharge. Tout ça est absolument identique. Donc, c'est juste une extension de la gamme avec un modèle un peu plus petit. Donc, je trouve ça super bien parce que Toyota a vraiment adapté sa stratégie. Il passe d'un véhicule qui est ce qu'on appelle un véhicule là, fait pour répondre aux règlements, aux quotas. Hein. C'est un véhicule qu'on fait parce qu'on doit le faire. Là. Il y a d'autres exemples drôles dans l'histoire, là, entre autres la Aston Martin Signet, mais bon, peu importe. On n'entrera pas là-dedans. Puis là, ils veulent vraiment avoir une gamme électrique. Ceci étant dit, Toyota, c'est un des constructeurs qui offre le plus de véhicules, sinon celui qui offre le plus de véhicules. Ils ont une gamme complète. Il y a tout chez Toyota, sauf une sous-compacte. Donc, ils ont tous les formats de VUS, tous les formats de berline, des VUS sur châssis en échelle, des VUS avec des plateformes monocoques, mais pour ce qui est du 100% électrique, plus limité. Pour la plupart des autres modèles, on a une stratégie où, tranquillement, pas vite, on voit apparaître de plus en plus de modèles où il y a seulement des versions hybrides. Quand même limité au niveau des PHEV. Bon, oui, il y a le RAV4 Prime. On a un équivalent, des équivalents chez Lexus, là, que ce soit dans le ARX, le NX, mais on est quand même limité là, au niveau des versions 100% électriques et PHEV. Il y a le RZ qui est 100% électrique chez Lexus. Quand même, super grosse gamme, ça va prendre beaucoup de temps. Je le mentionne dans un essai du 4Runner que vous avez peut-être vu ou pas vu apparaître encore, là, mais ça va être long d'après moi avant que les camionnettes et les VUS sur châssis en échelle soient disponibles avec des versions 100% électriques. On se croise les doigts pour qu'il y ait peut-être des versions PHEV qui apparaissent au courant des prochaines années. Donc ça fait un peu le tour pour ces deux modèles-là. Donc, vraiment, là, un très, très gros gain en maturité et en compétitivité. Toyota aussi a la machine manufacturière pour être capable de produire beaucoup
de ces véhicules-là. Donc, bien hâte de les essayer, puis de voir sur la route peut-être plus de BZ4X apparaître. Peut-être que ça va être un véhicule vraiment plus compétitif, puis on va réussir à convaincre des gens qui achètent des thermiques ou des hybrides d'acheter plus de 100% électrique chez Toyota. Je pense qu'il avait été aussi très conservateur dans, disons, la formation des vendeurs sur le BZ4X. Là. Ce que je comprends, c'est que si vous alliez chez Toyota, on n'essayait pas de vous pousser dans la gorge un BZ4X. On vendait ça ou on présentait ça comme un excellent deuxième véhicule. Puis on expliquait bien les limitations aux gens, c'est super. D'ailleurs, quelqu'un que je connais, mon parrain, est allé dans un concessionnaire Toyota récemment. Et qu'est-ce qui passait sur la télévision dans la salle d'attente du concessionnaire? La revue du BZ4X par plus de millages. Bon, les gens du concessionnaire lui ont dit que on voyait son fil à la télé là, par hasard que la liste de lecture était tombée là-dessus, là, mais bon, on peut peut-être en douter. Fait que, bref, il voulait quand même faire beaucoup d'informations et d'éducation sur les véhicules électriques, leurs limitations. C'est super. Là, je pense qu'on va probablement se permettre un peu plus là, de pousser ce véhicule-là, peut-être même comme premier véhicule dans les concessionnaires Toyota. Si on a l'occasion de parler à des gens de Toyota, d'ailleurs, de ce sujet-là, on va vous revenir. Puis, dernier sujet, la Lexus ES 350e. Donc ça, c'est une version là, berline chez Lexus, 100% électrique. Tout ce que je voulais mentionner, c'est qu'on va vous afficher une photo de l'intérieur ici à l'écran. Et ce qu'on peut constater là, dans cette berline-là électrique qui va avoir environ 500 km d'autonomie, c'est que l'intérieur est très inspiré de chez Tesla. Quand même un peu plus de boutons, donc peut-être plus là, de boutons physiques, mais on se croirait pas mal dans une Model 3. Et ce qui est drôle, c'est qu'Alexandre et moi, depuis quelques années, on se dit, dans le fond, les autres constructeurs, là, ils devraient juste offrir des modèles 3 et des modèles Y. On dit ça un peu en blague. Ce qu'on veut dire, c'est on n'a pas besoin d'avoir un niveau de performance révolutionnaire dans les véhicules électriques. La technologie, elle est déjà là. Ce que Tesla offre en termes de performance, c'est déjà adéquat. Il y a beaucoup de gens qui n'achèteront pas des Tesla. Puis on n'est pas non plus des gens qui vont essayer de convaincre tout le monde d'acheter des Tesla. On veut juste plus de compétitivité. Puis la compétitivité, c'est pas nécessairement de dépasser Tesla en termes de performance du groupe motopropulseur, de la recharge rapide, ce genre de choses-là. C'est vraiment juste d'offrir ce qu'ils offrent. Et d'ailleurs, le CHR, le BZ vont être disponibles avec un connecteur NACS. Donc, ça va nous donner accès éventuellement au réseau là, de Supercharger. Donc, si on a accès à ça et à tous les autres réseaux de recharge grâce à un adapteur CCS, bien là, ça devient beaucoup plus facile de vivre avec une voiture électrique au quotidien si en plus on vient s'approcher là, de l'autonomie, performance de recharge de ces véhicules-là. Ben, c'est vraiment super. Fait que ça fait le tour pour ces deux sujets-là. Là, je vais me permettre de faire un épisode un peu plus long, parce que des fois, il y en a certains d'entre vous qui écoutent les vidéos jusqu'au bout, même quand on parle de sujets qui sont peut-être moins intéressants. Bon, vous savez, je conduis un RAV4 au quotidien. Il est rendu à 12 ans, 253 000 km. Fait qu'on va vous parler, dire un peu là, des conseils sur l'entretien d'un véhicule qui commence à être un peu plus vieux. Moi, la perception que j'avais, parce qu'on m'avait toujours dit, c'est qu'une auto, après à peu près 12 ans, c'est là qu'on commence à avoir des problèmes de tout ce qui est en caoutchouc. Toutes les bushings, fait que les coussinets, les soufflets, ce genre de choses-là, ça finit par sécher. Puis là, on commence à avoir plus de pièces au niveau de la suspension, de la direction, du groupe motopropulseur à remplacer. Puis là, je changeais mes pneus, je nettoyais mes freins cette semaine. Fait que je mettais mes pneus d'été, mes pneus hors route pour pouvoir me rendre au chalet. J'étais très content de revoir mes amortisseurs Bilstein que j'ai installés l'année dernière, d'ailleurs, en faisant le processus. Et puis là, j'ai vu qu'il y avait des projections de graisse près du soufflet du cardan avant gauche, donc côté conducteur. Fait que ça, c'est une petite pièce à remplacer. Puis probablement que je serais capable de le faire moi-même, mais j'ai plus ou moins envie de m'embarquer là-dedans parce que si je tombe sur un problème, puis là, j'ai besoin d'aide extérieure, ça complexifie un peu les choses, puis j'ai quand même besoin de la voiture. Fait que j'ai pris un rendez-vous au garage. La pièce coûte seulement 27 $, beaucoup moins cher changer un soufflet de cardan d'ailleurs lorsqu'il commence à couler que de changer un cardan.
Fait que comme ça ne gronde pas, ben, je n'ai pas besoin de remplacer le cadran, juste le soufflet. La pièce coûte 27 mais c'est une job de probablement 2 heures, peut-être un peu moins. Fait que ça coûte aux environs de 300 faire ce remplacement-là. Fait que là, le RAV4 est un peu à la semi-retraite. On a le Outlander PHEV pour nos déplacements quotidiens. Mais se rendre au chalet, ça, c'est un travail qui est pour l'instant réservé au vénérable RAV4 parce que je sais qu'il est fiable, je sais qu'il fait bien ça, puis on évite de graffiner, d'endommager, de salir le Outlander, puis d'user prématurément les composantes de suspension. Là, moi, quand j'ai commencé à faire ce trajet-là, à chaque aller-retour, c'est un total de 150 km de chemin forestier environ. Ça avait commencé à endommager, par exemple, les biellettes de base stabilisatrices là, qui s'usent beaucoup plus rapidement qu'avant quand je faisais juste la route. Donc, c'est ça le travail pour le RAV4, mais je suis quand même content d'avoir cette auto-là fiable, de l'avoir conservée. On aurait pu continuer de se débrouiller à une voiture, mais ça ne coûtait pas super cher de garder le RAV4. C'est quand même une auto qu'on a bien entretenue, il n'y a pas de rouille et tout ça, fait que je vais sûrement le garder pour plusieurs années. Puis de toute façon, dans le contexte de plus de millage, peut-être, je dirais 30 à 50% du temps, j'ai une voiture de presse, c'est des autos qu'on a pour la semaine. Fait que souvent, le RAV4, je vais aller le stationner dans le stationnement du concessionnaire où je récupère la voiture, ou il y a un endroit là aussi près d'un studio de télé où est-ce il se fait des échanges de véhicules. Fait que je vais stationner l'auto là des fois pendant 2 semaines l'hiver. Fait que je préfère avoir une voiture qui ne vaut pas trop cher, qui risque peu d'être volée, puis ça fait bien le travail. Fait que 12 ans, c'est là qu'on commence à avoir un peu plus de problèmes avec les autos. Évidemment, les coûts d'entretien montent, puis il y a beaucoup de gens qui disent « Ouais, mais moi, je veux pas avoir une vieille auto parce que je veux pas avoir à gérer des problèmes, je veux pas avoir des coûts d'entretien ou des visites au garage et tout, et tout, et tout. » Mais là, je vais faire un parallèle avec l'Outlander PHEV parce qu'il est rendu à 11 000 km, puis il était 2 fois au garage pour le même problème. J'ai eu une lumière check engine qui est apparue à peu près à 8 000 km, donc je lis le code avec un lecteur de code. D'ailleurs, c'est un peu difficile parce que faut que le moteur soit démarré, semble-t-il, ou du moins c'est ce que j'ai perçu, pour être capable d'avoir les lectures de code du moteur sur le petit scanner pas trop cher que j'ai. Éventuellement, je réussis à faire ça. Code P300, P302, donc 300, c'est le code générique pour les misfire, et le 302, c'est misfire sur le cylindre numéro 2, donc il y a eu injection, tentative d'allumage, le mélange ne s'est pas allumé. Est-ce que c'est arrivé une fois, 1000 fois? On ne le sait pas. Je ne l'ai jamais senti parce que ça pourrait causer une petite vibration là, du moteur. Je suis allé, je n'ai pas effacé le code. De toute façon, j'ai essayé, je n'ai pas réussi. Je suis allé au concessionnaire. Ils ont regardé ça, ils ont effacé le code. Ils ont dit ça revient, revenez nous voir. C'est revenu. Je suis retourné les voir. Là, ils ont changé un coil. Donc, ça, c'est une bobine d'allumage là, sur le cylindre. Mais il n'y a pas de possibilité de déterminer si c'est ça le problème. Généralement, là, quand il y a un problème de misfire, donc un problème d'allumage, ça peut être soit bougie, bobine ou un problème d'admission d'essence. Ça pourrait être, par exemple, une saleté qui s'est prise dans un injecteur ou quelque chose comme ça. D'ailleurs, c'est pas un moteur injection direct, c'est injection régulière près des ports. Donc, on va vous tenir au courant. Donc là, le code a été effacé, le coil, la bobine a été remplacée. Fait que, ça avait pris à peu près 2-3 000 km avant qu'il réapparaisse le code entre 8 000 et 11 000. Fait qu'on va voir si ça revient ou si ça ne revient pas. On va vous tenir au courant. Mais tout ça pour vous dire que le RAV4, de quand je l'ai eu à 60 000 km puis 253 000 km, il y a eu un check engine une fois, puis c'était lié à la pressurisation du réservoir d'essence. Ça, souvent, c'est quand le petit caoutchouc, là, la petite rondelle qui scelle le capuchon d'essence, quand il vient un peu séché, ça peut être problématique. On peut remplacer le capuchon d'essence, ou le petit truc, c'est qu'on prend un peu d'huile moteur, on met ça sur son doigt, on réhydrate un peu le O-ring, et puis il n'y a plus de problème. Fait que j'ai pas revu ça là, depuis plusieurs années. Donc, est-ce qu'une voiture neuve est nécessairement plus fiable? Bien, ça dépend. Des fois, il y a des petits problèmes au début. D'ailleurs, il y a une nouvelle loi anti-citron qui est en vigueur au Québec. Elle couvre une période de 3 ans, 60 000 km. Essentiellement, ce qu'on dit,
il y a il y a comme 3 critères, là, si je me rappelle bien. Si votre véhicule passe plus de 30 jours au concessionnaire pour un même problème, alors que il n'y a pas de problème de disponibilité des pièces que le concessionnaire peut démontrer, il entre dans cette loi-là. S'il y a 3 visites qui ne permettent pas de résoudre un problème, un même problème, on tombe là-dedans. 12 visites pour des problèmes qui peuvent être liés ou pas liés entre eux. Ça aussi, on tombe dans la loi. Puis après ça, c'est possible de demander une compensation, par exemple, aux commerçants. Là. Donc, c'est pas toujours clair. Hein? Est-ce qu'on va travailler avec l'entité canadienne ou avec le concessionnaire directement? Est-ce qu'il faut que les visites aient été au concessionnaire où on a acheté le véhicule ou pas? Je ne sais pas. Mais bref, il y a ces conditions-là. Puis là, on peut demander une compensation ou même faire réduire le prix d'achat du véhicule, voire faire racheter le véhicule par le commerçant. Donc ça, c'est bien de voir qu'on a ça au Québec. Il y a certaines personnes qui ont eu beaucoup de problèmes avec certains véhicules, que ce soit des Mach-E, par exemple. Aujourd'hui, les véhicules sont énormément complexes, puis même si globalement, ils sont assez fiables, ça se peut qu'on tombe dans un problème qui est dû à l'assemblage du véhicule, un problème de qualité initiale très difficile à diagnostiquer. Et là, ça peut causer des problèmes. Mais bon, il y a cette petite notion-là là, de disponibilité des pièces. J'ai un ami, le Taos là, de sa conjointe, a passé quelque chose comme 5-6 mois au concessionnaire. Et c'était parce qu'il y avait là, un manque de disponibilité des réservoirs d'essence, parce que pour changer un capteur dans le réservoir d'essence, qui était problématique, il fallait changer le réservoir d'essence au complet, semble-t-il. Et puis là, il y avait un backorder national de réservoir d'essence de Taos, qui devait avoir un problème commun. Bref, ça compte pas parce que c'était la disponibilité de la pièce. Fait que ça fait le tour pour notre petit podcast spécial de plus de millage en roulant. C'était Gabriel. Merci d'avoir été là. Mettez un petit j'aime si vous avez aimé la vidéo. Dites-moi dans les commentaires de quel sujet vous aimeriez entendre parler dans un prochain épisode de plus de millage. Puis on se dit à la prochaine.